Bonjour et bienvenue dans notre 5e séquence du thème commun Nourrir l'humanité. Nous allons voir aujourd'hui comment augmenter les rendements agricoles en utilisant des individus plus productifs, c'est-à-dire comment on peut améliorer les producteurs primaires, les végétaux chlorophylliens, ou les producteurs secondaires, les animaux. Comment améliorer les producteurs? On peut sélectionner des variétés nouvelles. Alors l'homme, depuis que l'agriculture existe, a sélectionné dans la nature, parmi toutes les espèces qui existaient, certaines espèces qu'il a gardées pour la culture ou pour l'élevage parce qu'elles possédaient des caractéristiques intéressantes vis-à-vis de la nutrition humaine. Parmi ces espèces, il a pratiqué une sélection, qu'on appelle une sélection génétique, c'est-à-dire qu'à chaque génération, il a conservé les individus qui possédaient les caractéristiques les plus intéressantes, par exemple en termes de rendement, en termes de résistance à certaines maladies. Si l'on prend un exemple, par exemple, parmi l'espèce des vaches, certaines variétés, certaines races ont des rendements en lait très élevés. Comment on a pu obtenir ces races? Eh bien, à chaque génération, pendant des siècles et des siècles, on a conservé pour la reproduction les individus qui possédaient les meilleurs rendements en quantité de lait. Si on répète ce phénomène pendant des siècles et des siècles, sur des générations et des générations, cela a permis d'obtenir à partir d'une seule espèce une race, un groupe d'individus qui possédaient donc cette caractéristique de produire des quantités importantes. C'est ainsi qu'aujourd'hui, parmi l'espèce vache, eh bien, on a en fait différentes races qui ont des caractéristiques différentes. Certaines sont plus productives au niveau de la quantité de lait, d'autres ont des caractéristiques intéressantes par rapport à la production de viande, par exemple. La même chose peut être faite pour les végétaux chlorophylliens. On part à ce moment-là, on parle de variété. Et on a sélectionné parmi les différentes espèces de végétaux cultivés des variétés qui possédaient des caractéristiques intéressantes. Par exemple, certaines variétés de blé vont avoir une productivité, un rendement plus important. D'autres variétés vont être résistantes à tel champignon. D'autres vont être résistantes à la sécheresse, etc. On peut aussi obtenir de nouvelles variétés en obtenant une technique d'hybridation. On part d'une lignée ou d'une variété, par exemple, où les individus sont productifs, c'est-à-dire produisent une grande quantité de graines, mais avec une maturité tardive, c'est-à-dire que pour produire ces graines, il va falloir un temps de culture relativement long. On peut croiser cette première variété avec une autre variété, par exemple une variété moins productive en termes de graines, de quantité de graines, mais à maturité précoce, c'est-à-dire qu'il va mettre moins de temps pour arriver à produire les grains. En croisant ces deux variétés, on va obtenir un certain nombre d'individus dont certains vont cumuler les deux avantages des variétés parentales, des variétés des parents. Par exemple, des individus qui seront à la fois productifs et à maturité précoce. Des individus qui sont obtenus par croisement de deux variétés différentes, on les appelle des variétés hybrides. Pour réaliser ces variétés hybrides, donc on utilise des variétés ou lignées parentales qui présentent évidemment des qualités que l'on recherche, mais qui ont aussi des défauts. Et on va essayer parmi les descendants, de sélectionner, de garder ceux qui cumulent les avantages. Ces individus donc obtenus, donc on les appelle des hybrides, ils présentent ce qu'on appelle une vigueur hybride ou hétérosis, on parle d'effet d'hétérosis, qui permet de cumuler les avantages de chacune des deux lignées parentales. Cette production d'hybrides fait appel à un mécanisme que vous connaissez qui s'appelle la reproduction sexuée.
c'est-à-dire une reproduction où l'on trouve des cellules reproductrices, mâles et femelles, et où il y a un phénomène de fécondation. La reproduction sexuée assure ce qu'on appelle le brassage des allèles, c'est-à-dire va permettre une recombinaison des caractéristiques des parents, et ce qui permet d'obtenir donc par ces croisements des individus qui peuvent cumuler donc les avantages des parents. Et les individus, donc nous l'avons vu, que l'on obtient sont des individus hybrides, qu'on appelle ici hybrides F1. On peut aussi obtenir de nouveaux types de variétés ou d'individus intéressants en modifiant leurs informations génétiques. Ces individus, par exemple, sont obtenus par une technique que vous avez vue en seconde, que l'on appelle la transgénèse, et qui permet d'obtenir des OGM, c'est-à-dire des organismes génétiquement modifiés. Cette technique de transgénèse consiste à transférer un ou plusieurs gènes d'un individu qu'on dit donneur à un autre qu'on dit receveur. Les deux individus ne pouvant ou pas de la même espèce. L'organisme receveur est appelé organisme transgénique. Nous allons prendre comme exemple d'OGM un maïs dit transgénique. Comment obtenir ce maïs transgénique? Le maïs peut être consommé par nous l'avons vu, par des insectes ravageurs. Ici, par exemple, la pyrale. Pour obtenir ce maïs transgénique, on a tout d'abord identifié chez une bactérie un gène qui permet de fabriquer une substance toxique pour les insectes. Si les insectes consomment cette substance, ils vont mourir. On a réussi ensuite à isoler ce gène, c'est-à-dire à le récupérer, entre guillemets, chez la bactérie. Puis on l'a transféré dans les cellules de l'organisme receveur, le maïs. Si le transfert de gène fonctionne, ce gène va s'intégrer aux informations génétiques contenues dans le noyau des cellules du maïs, et ces cellules vont fabriquer la substance toxique pour les insectes. On obtiendra donc une plante après régénération, c'est-à-dire après être repassé par une étape où on va remettre la plante, on va reformer une plante complète. On va obtenir une plante dont toutes les cellules fabriquent la substance toxique pour les insectes. Et donc on aura un maïs OGM résistant à l'insecte. Dans cet exemple, l'individu donneur du gène est la bactérie. Le gène qui a été transféré provient de cette bactérie et est responsable de la fabrication d'une protéine toxique pour les insectes. Et l'organisme receveur du gène est le maïs. C'est lui donc, qui est l'organisme génétiquement modifié, l'OGM, dit aussi organisme transgénique. L'intérêt pour les agriculteurs, c'est qu'ils ont besoin donc d'utiliser moins de pesticides. Ils n'ont par exemple plus besoin d'utiliser un insecticide contre le ravageur du maïs que l'on appelle la pyrale. Ensuite, comment produire en grand nombre ces producteurs aux caractéristiques intéressantes? Nous allons prendre comme exemple le bouturage de la pomme de terre. À partir d'un bourgeon récupéré par exemple sur une tige poussant sur un tubercule de pomme de terre. Cette tige peut être fragmentée en petits morceaux. Chacun de ces petits morceaux peut être replacé dans un tube sur un milieu de culture, un milieu nutritif, qui va assurer donc sa nutrition et permettre le développement d'une petite plante, une petite plantule. Cette plantule peut être refragmentée, redécoupée en différents morceaux, chacun contenant un bourgeon. Chacun de ces morceaux contenant un bourgeon peut être replacé dans un tube contenant un milieu de culture. Chacun de ces morceaux redonnera une petite plantule qui peut être à son tour refragmentée en différents morceaux
Et si on répète l'opération un grand nombre de fois, à partir de la même plante de départ, le même tubercule, on peut obtenir des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers d'individus qui seront tous issus du même tubercule et qui contiendront donc les mêmes informations génétiques que ce tubercule. Si ce tubercule provient d'une variété qui est intéressante, par exemple au niveau de la saveur, du goût, ou au niveau du rendement, de la quantité produite, à ce moment-là, tous les descendants obtenus par cette technique auront tous ces mêmes caractéristiques intéressantes. Après cette culture en tube, dite culture in vitro, on repasse ensuite donc les petites plantules dans des pots, on les met au contact d'un sol réel si vous voulez, et ensuite elles peuvent être recultivées. Chacune de ces plantes donc ayant exactement les mêmes informations génétiques que le tubercule de départ et donc les mêmes caractéristiques intéressantes. Ce type de reproduction ne fait pas intervenir ni de cellules reproductrices, ni de fécondation. C'est un type de reproduction que l'on appelle reproduction asexuée. A étant le privatif, donc reproduction sans élément de la reproduction sexuée. On l'appelle aussi multiplication végétative. On multiplie les individus à partir d'un morceau d'un autre individu qui n'est pas, donc qui ne fait pas partie de son appareil reproducteur. Ça peut être un morceau de tige, un morceau de racine qui contient un bourgeon. Ces techniques permettent d'obtenir des individus qui ont tous exactement les mêmes informations génétiques entre eux et les mêmes informations génétiques que l'individu parent. Donc ils vont tous avoir entre eux les mêmes caractéristiques et les mêmes caractéristiques que l'individu parent. On peut aussi utiliser des techniques semblables, bien que différentes, chez les animaux. Par exemple, ici, le clonage chez les bovins. On récupère chez une vache, qui va être donneuse d'ovocytes, des cellules appelées ovocytes, donc, qui correspondent en fait aux ovules. Et sur ces ovules, on va enlever le noyau. C'est-à-dire qu'on va l'énucléer. Énucléer voulant dire enlever le noyau. Donc on va enlever les informations génétiques de ces ovules. Sur une autre vache, aux caractéristiques intéressantes, par exemple pour la production de lait, que l'on souhaite multiplier, on va récupérer des cellules qui peuvent provenir de n'importe quel organe. Donc on aura une vache donneuse de cellules. Ces cellules contiennent des noyaux. Chaque noyau contient les informations génétiques de la cellule, de la vache donneuse. On va ensuite fusionner l'ovule sans noyau provenant de la donneuse d'ovule avec la cellule contenant un noyau provenant de la donneuse de cellules que l'on souhaite multiplier. Et à partir de cette cellule qui résulte de la fusion entre l'ovule sans noyau et le noyau donc issu de la cellule donneuse, de la vache donneuse, on va obtenir un embryon. Cet embryon va se développer dans l'utérus d'une vache dite receveuse, une vache porteuse si vous voulez, entre guillemets, qui donnera naissance à un veau. Ce veau aura exactement les mêmes caractéristiques que la vache donneuse de cellules, puisque c'est elle qui a fourni donc le noyau qui contient les informations génétiques. Donc tous les individus issus de cette technique de clonage auront entre eux les mêmes informations génétiques et les mêmes informations génétiques que la vache qui a donné les cellules dont on a récupéré les noyaux. Si on réplique, si on reproduit ce phénomène un grand nombre de fois, ou si ensuite on reproduit les animaux entre eux, on aura donc une descendance d'animaux
qui auront tous les mêmes caractéristiques génétiques, c'est-à-dire qui auront tous les mêmes caractères intéressants. Par exemple ici, une production de lait importante. Cette technique de clonage donc, va permettre d'obtenir des individus ayant tous les mêmes informations génétiques, donc de conserver ces informations génétiques, tout en multipliant les individus. Il n'y a pas fusion de cellules reproductrices type spermatozoïde ou ovule. C'est pour ça qu'on parle aussi de reproduction asexuée.